Alors, tout d'abord, avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Si oui, est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit signe sur le chat qui est en bas à droite de votre écran pour qu'on vérifie voilà, que vous êtes bien avec nous. Bonjour Bénédicte. Bonjour Isabelle. Ok, super. Donc, je suis Sarah de Together, donc la plateforme qui vous connecte aux réceptifs du bout du monde. Et je vais dans quelques instants passer la parole à Véronique. Je serai là en tant qu'assistante technique. Si jamais vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à me le signaler sur le chat. De toute façon, cette formation est enregistrée et Véronique vous fera parvenir le replay dans les prochains jours. Donc voilà. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne formation. Et Véronique, à toi de jouer. Merci Sarah. Eh bien, bonjour, namasté, Véronique en direct de l'Inde. Alors, vous n'êtes pas très nombreux ce matin, soit ils vont se connecter, soit ils auront la possibilité de le voir en replay, comme vient de dire Sarah. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une formation sur le slow tourisme comme étant une alternative, une solution, une autre direction du voyage. Je ne souhaite pas faire une formation post-Covid qui va vous parler de masques, de gants, de sanitizer ou autre chose, qui à mon sens serait plutôt une formation pour un tourisme au temps du Covid et non pas un tourisme après Covid. Donc au niveau de comment est-ce qu'on va aborder cette session, donc qui suis-je, je vais faire très très bref. Ensuite, au niveau du programme, je vais un petit peu remettre les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qu'un touriste? Qu'est-ce qu'un voyageur? Qu'est-ce que le mass tourisme? Les problèmes qui sont liés justement à cette activité de mass tourisme. Le slow tourisme qui se présente comme étant une solution et une nouvelle direction du voyage. Et je vais vous présenter un petit peu sur l'Inde, le Népal et le Bhoutan, sur mes 3 destinations, quelles peuvent être les possibilités de ce slow tourisme. Donc, comment aborder les problématiques et les attentes des voyageurs. Alors, sur la partie slow tourisme, je vais redéfinir la définition du slow tourisme, parce que peut-être que pour certains, c'est très clair et pour d'autres, c'est peut-être un petit peu confus comme concept. Alors, qui suis-je? S'il y a une seule chose que vous devez savoir, je n'aime pas qu'on me dise que je suis un réceptif, une agence locale. Je suis en tout cas une créatrice d'expérience. Nous avons sélectionné des partenaires, des chambres d'hôtes, des hôtels, des chauffeurs. On a toute une batterie d'éléments pour pouvoir construire des programmes. En tout cas, nous ne sommes absolument pas des industriels du voyage. Nous sommes des artisans, nous sommes des architectes. Nous sommes une toute petite structure et on estime être une équipe d'artistes complètement spécialisés et impliqués sur la personnalisation d'itinéraires sur le sous-continent indien, à savoir l'Inde, le Népal et le Bhoutan. Nous mettons l'accent sur les désirs des voyageurs, leurs aspirations et nous leur préparons des itinéraires. Alors, j'ai cherché en français comment vous le dire et je n'y arrivais pas. Donc, je le dis en anglais, beyond their expectation. En fonction de leurs aspirations, on essaye d'aller plus loin et de leur proposer un effet wow à chaque moment de leur voyage. Alors, comme je vous disais, la différence entre un touriste et un voyageur, ça peut paraître un petit peu bizarre, surtout qu'en termes d'agence de voyage, on va parler éventuellement de client. En anglais, on dit un guest, un client, un customer. Moi, j'aime pas ce terme. Moi, je parle de voyageur. Personnellement, je préfère traiter avec des voyageurs qu'avec des touristes. Et j'ai trouvé cette image très symbolique. Ne soyez pas un touriste, mais devenez un voyageur, qui est quelque chose d'important. Alors, un voyageur, en général, un voyageur, j'ai trouvé cette phrase très mignonne. C'est un homme qui s'en va chercher un bout de conversation au bout du monde. C'est quand même assez intéressant. Et donc, un touriste, c'est une personne qui va être consommateur de prestations, à l'inverse d'un voyageur qui va aller plutôt à l'instinct.
Un touriste, il est là pour faire clic-clac avec sa checklist, sa carte. Il est vraiment sur l'optique de la bucket list, d'aller aux endroits où les fameux Instagrammeurs ont fait la super photo et ainsi de suite, alors que le voyageur va surtout fuir ces endroits. Et donc, je remets ça effectivement dans les conclusions touristes contre voyageurs. Un touriste facilement identifiable à son attitude, son appareil photo, à sa zone de confort dans laquelle il souhaite rester. En aucun cas, celui à chercher à se confondre ou à se fondre avec la population locale. Il est plutôt adepte de l'hôtel. Ne lui parlez pas de hors des sentiers battus. Si vous lui parlez de hors des sentiers battus, dès que vous lui en proposez, il dit ah mais non 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 non, je l'ai pas vu ça dans le guide du Utah ou dans le guide de Lonely Planet, donc ça ne m'intéresse pas. Il a sa liste et il veut pouvoir coucher. Un voyageur, à l'inverse, va chercher à apprendre, à découvrir les lieux, les traditions, respecter les locaux, manger local, séjourner le plus souvent. Ravi d'être surpris, il voyage à l'instinct. Il voyage à l'instinct et en même temps, il a fortement besoin de nos services parce qu'il se rend compte que Internet ne nous dit pas tout, que c'est toujours difficile de pouvoir combiner un voyage esprit voyageur sur le temps imparti. Et donc, il y a une très, très belle opportunité à prendre de pouvoir satisfaire les voyageurs. Alors, j'ai conservé une présentation, parce que j'ai fait cette présentation dimanche pour des étudiants indiens. Et j'ai trouvé une analogie anglaise. Donc, les touristes sortent, les voyageurs se mélangent. Les touristes recherchent une nourriture réconfortante. Les voyageurs mangent ce qui est local. Les touristes adorent le tourisme. Les voyageurs nouent des relations. Les touristes sont habillés confortablement. Les voyageurs optent pour le style. Les touristes conversent dans leur langue maternelle. Les voyageurs essayent d'apprendre les langues locales. Les touristes achètent des souvenirs. Les voyageurs font des affaires. Les touristes respectent les cartes. Les voyageurs vont avec leur instinct. Les touristes partent en vacances et les voyageurs voyagent. Alors, pourquoi je fais une différence entre les touristes et les voyageurs ? Parce que le tourisme de masse, et c'est là où je viens avec le slow tourisme, il faut savoir que, vous avez dû en entendre parler, on a des vraies problématiques sur les plages. On a des vraies problématiques à Venise. Actuellement, ils sont un petit peu en difficulté, mais ça ne reste qu'ils y réfléchissent comme nous, on peut réfléchir. On a des exemples à Barcelone où vous êtes reçus avec ce genre de panneau bienvenue les touristes. Sachez quand même que le fait de vous louer des appartements de loisirs détruit la vie locale, promouvoit la spéculation et qu'il y a beaucoup de résidents locaux qui sont obligés de partir. Le problème existe à Paris, le problème existe dans beaucoup d'endroits et on voit fleurir ce fameux touriste you de terroriste. Et donc, je me suis amusée à transposer cela à l'Inde parce que il faut savoir qu'en Inde, vous êtes au niveau international entre 12 et 13 millions à venir en Inde par an et que nous avons 26 millions de touristes indiens qui partent à l'étranger et que nous avons un tourisme local et il n'empêche qu'en Inde, le tourisme fait également des ravages et des dégâts. Et donc, en traînant un petit peu sur Internet, j'ai trouvé dans des journaux 12 endroits en Inde qui payent un prix fort. Et donc, je vais vous les donner. Je vais vous les donner pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de noms que vous ne connaissez pas. Donc, en tête de liste, nous avons Shimla. En 2, Varanasi, qui est un nom qui doit vous dire quelque chose si vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur l'Inde. 3e, Mussoorie et 4e, Nainital. Ça, je pense que ce sont des endroits qui vous sont un petit peu plus étrangers. En 5e, nous avons Goa. Les plages de Goa ont été classées comme étant très sales par le National Geographic qui les ont classées comme étant l'une des plus désastreuses au monde. Ça veut tout dire.
Ensuite, nous avons le Taj Mahal. Il faut quand même savoir que de 40 000 véhicules en 1985, nous sommes arrivés à 1 million. Ce qui fait que l'air d'Agra, la qualité de l'air est devenue désastreuse et donc ça engendre une pollution catastrophique. Nous avons également d'autres endroits, voilà, Triande, une place, un endroit que moi, quand j'ai préparé la présentation, j'avais jamais entendu parler, que vous ne trouverez pas sur les itinéraires qui sont proposés aux étrangers, qui sont donc un problème de tourisme local, domestique, qui engendre une forte problématique de pollution environnementale. On a Jaipur, McLeod, Srinagar, Kasol, Darjeeling, des endroits effectivement qui sont un peu plus, pas forcément connus pour vous. Et ce qu'on appelle le tourisme domestique, donc les Indiens qui voyagent chez eux, par exemple le Ladakh, vous avez dû entendre parler du Ladakh pour les treks, et il y a un film qui a été tourné qui s'appelle Les Trois Idiots. Et ce film a complètement détruit le Ladakh puisque tous les étés, il y a un tourisme de masse. Les Indiens veulent absolument aller au Ladakh pour voir les fameux spots de tournage des Trois Idiots. Et là, avec le confinement, on a vu et revu, et il est fort à parier que les Indiens vont vouloir continuer à rentrer dans cette logique. Et donc, le slow tourisme. Le slow tourisme, pour suivre des discussions dans beaucoup d'endroits, va devenir et va être proposé comme une alternative, voire une solution. Une autre forme du voyage dans ce que l'on appelle la période post-Covid. Et hier, j'entendais encore la conférence des entreprises du voyage où on disait bien que le mass tourisme, tout de suite, aux sorties de la période de confinement, va rester un petit peu la règle, mais que les gens vont changer leur façon d'aborder le voyage. Et donc, dans cette idée de changer de conception du voyage, le slow tourisme peut devenir une solution, une alternative. Et en tout cas, il faut savoir qu'elle existe parce qu'il y a des voyageurs. Je trouve que hier, j'ai fait un dossier, j'ai fait une demande de slow tourisme de 3 mois pour une personne qui vient en Inde avec une agence de voyage. Et donc, on a dû traiter 3 mois de voyage en Inde pour cette personne avec une demande très précise. Donc, voilà, vous imaginez. Alors, le slow tourisme, ça ne va pas forcément être du 3 mois. Ça peut être déjà du 3 semaines à partir du moment où on part à l'étranger. Mais en tout cas, ce que l'on va retrouver dans ce slow tourisme, c'est le respect des écosystèmes et de la biodiversité, l'immersion réelle et enrichissante avec la population locale, des choix de moyens de transport, vélo, train, en fait des moyens de locomotion qui, en termes d'impact carbone, vont être plus réduits, puisque vous avez dû entendre parler des problématiques liées au transport aérien et à l'impact carbone que cela représente. Ensuite, des repas circuits courts, fermes, locales, marchés, ce sont exactement les mêmes attentes que vous pouvez avoir, où on vous demande de privilégier l'épicier du coin, le maraîcher du coin, parce que vous ne voulez plus avoir des produits chimiques et que vous faites attention. Donc, les gens vont vouloir transposer également cette logique et ces attentes sur les voyages. En termes d'hébergement, également, il y a un choix d'hébergement éco-responsable et se rendre utile et en tout cas avoir une activité caritative au cours du voyage. Parce qu'en fait, de nombreux voyageurs sont de plus en plus conscients que nous sommes les invités de cette planète et non l'inverse, et qu'il y a urgence à se bouger et à faire quelque chose. Alors, je vais donc vous parler de l'Inde, du Népal et du Bhoutan parce que nous sommes des destinations où l'empreinte carbone, on n'en entend pas parler. La problématique est très peu abordée dans nos discussions professionnelles parce qu'il faut savoir que lorsque un Américain met une semaine à produire 1 tonne de carbone, un Européen prend 1 mois pour fabriquer cette tonne de carbone,
et il faut 1 an pour un Indien. Donc, techniquement, proportionnellement, on a encore de la marge devant nous, mais il faut prendre conscience que ça existe et que nos voyageurs vont avoir une attente, puisqu'ils auront pris l'avion pour venir sur notre destination, qu'à destination, ce soit plus responsable, ce soit plus durable. Alors, je vous donne un exemple. Voilà, je vous amène au Kerala, dans les backwaters. En haut, vous avez le rêve du voyageur. Et en fait, sur le terrain, vous avez une réalité de touriste. Nous, à Bibi Voyage, ça fait depuis 10 ans qu'on ne propose plus la réalité du touriste, c'est-à-dire les houseboats. On fait bien voyager dans les backwaters, mais on ne propose plus les houseboats tels qu'ils existent parce que c'est vraiment une pollution très importante. On a une forme de voyage, et au niveau des arguments de vente, ça m'arrive régulièrement de montrer la réalité d'un endroit, c'est-à-dire, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure la réalité sur certains lieux, et de dire au client, lorsqu'il nous fait une demande, donc vous allez m'envoyer une demande, votre client veut aller dans les backwaters et il veut aller sur le houseboat parce qu'il a vu ça au cours d'un voyage, il a entendu quelqu'un qui en a parlé. Et donc, j'ai des fiches argumentaires qui vous permettent de dire tout de suite à votre client, attendez, voilà exactement ce que représentent les houseboats, l'impact qu'on peut représenter sur l'environnement. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si ce n'est pas ce que vous voulez, que vous êtes conscient, on sait le faire, ce n'est pas le souci. Mais si vous voulez être un peu plus responsable et concerné, on a autre chose à vous proposer. Donc, je vais vous donner des exemples un par un qui sont en Inde sur chaque point du slow tourisme. Donc, le premier point, c'était le respect des écosystèmes et biodiversité. Ça veut dire, quand on est dans les backwaters, ragoût. Quand on est dans les backwaters, c'est d'opter pour des moyens des barques qui font plus attention à l'environnement. Lorsque on est dans les plantations, c'est d'y aller à pied plutôt que d'y aller en voiture, de faire attention aux montagnes, aux rivières, à pied, le temps que ça charge. Là, on y va à pied, on peut être dans les Himalayas en formule trek, puisque l'Inde il faut savoir que l'Inde a un patrimoine naturel le plus important, le 5e au monde. L'Inde est la 5e destination au monde pour le patrimoine naturel. Donc, on a de quoi faire et on a de quoi proposer des activités diverses et variées aux voyageurs qui veulent être en totale osmose avec l'environnement, et un environnement sauvegardé et préservé. Alors, il faut savoir qu'au niveau de Bibi Voyage, nous faisons partie de Irresponsible Tourism Society of India, donc, qui est en fait l'organisme qui est totalement impliqué sur le respect des normes écotourisme à l'international, et on est très impliqué sur un certain nombre d'opérations et de présentations et de sensibilisation au tourisme responsable, durable, slow tourisme, tourisme rural. Alors, le deuxième point, c'est les immersions locales. Il faut savoir que ce soit en Inde, au Népal ou au Bhoutan, nous avons des traditions très vivaces. Nous avons un panel de festivals très, très important toute l'année. Et les immersions, elles peuvent être diverses et variées. Elles peuvent être du partage d'un chai avec son guide dans le désert. Ça peut être la possibilité de partager un bidi ou une cigarette avec des rabaris dans le désert. Ça peut être de prendre le temps de jouer à un match de cricket avec les étudiants, avec les écoliers de l'endroit où on se trouve. Prendre un temps avec les bergers pour comprendre comment ils travaillent, pendant que madame s'occupe avec les femmes et essaye de filer la laine, de passer du temps dans les champs, de donner un petit coup de main pour partager ne serait-ce que des rires,
des activités tout à fait nobles. Ici, on est sur, on refait le comment. Ah, j'ai quelqu'un qui dit ça ne commençait pas à 11h20, non, c'était prévu à 11h. Mais bon, vous pourrez reprendre le début, Aurore, ne vous inquiétez pas. Donc, je dis voilà, participer, partager, prendre le temps à des activités tout à fait normales pour les Indiennes. Ça peut être faire s'essayer au rangoli, ça peut être passer du temps dans une école, ça peut être essayer de traire la chèvre pour avoir préparé son chai. Participer à la réfection de la maison lors d'activités. Il y a des choses que, en fonction de périodes dans l'année, on va faire des activités spécifiques. Donc, quand on a beaucoup d'activités avec les femmes, notamment au Rajasthan, où on demande aux messieurs un petit peu s'effacer pour qu'on donne toute leur importance. Dans le sud de l'Inde, on a des activités très diverses, là avec des rencontres de locaux, où on va notamment s'adonner pendant une matinée à apprendre les techniques de tir à l'arc avec le chef du village qui va nous présenter les différentes armes qu'il a et qui étaient la façon dont il chassait il y a encore très peu de temps ou qu'il continue à utiliser. Des fois, c'est juste prendre le temps de s'asseoir, de regarder ce qui se passe, de discuter, d'être dans un environnement sympathique, essayer de faire du pain local, parce que ça n'a rien d'évident pour nous. Ou ça peut être un temps de méditation dans un monastère. Donc, en tout cas, des immersions, ça c'est le deuxième point du slow tourisme. Le troisième point dans le slow tourisme, c'est les moyens de transport, le vélo, le trek, le train. Et donc, un client, lorsque vous allez lui proposer, votre voyageur, vous allez lui proposer par exemple un autotour dans le Rajasthan, c'est pas parce qu'il a une voiture à sa disposition qu'il ne peut pas prendre le temps pendant 1 ou 2 jours de faire autre chose, de faire une balade à pied, de prendre un camel car pour profiter d'un coucher de soleil, d'aller d'un point à l'autre. Il n'est pas obligé. Bon, à partir du moment où il ne circule pas avec sa voiture, il ne l'utilise pas, son empreinte carbone est prise en compte. Et donc, il fait travailler les locaux et il prend le temps de se poser et de faire de façon différente. Le vélo est quand même quelque chose que l'on peut proposer dans des endroits assez agréables. Les clients sont de plus en plus demandeurs. Des possibilités de marcher à pied. Voilà, visiter plutôt que d'être en voiture, c'est de prendre le temps. Alors, il faut savoir que quand on est en vélo, on a aussi une approche avec des locaux qui sont complètement différentes. On a aussi la possibilité de faire des choses qui sont différentes. Là, c'est notamment prendre le bac entre 2 points, parce qu'on ne pourrait pas le faire avec la voiture. Enfin, on pourrait le faire, mais c'est toujours un peu plus compliqué. Le vélo permet également un contact privilégié, puisque justement, on est quasiment dans la même situation que les locaux, et donc ça se fait beaucoup plus facilement. Et on va passer donc ensuite à un autre point qui est le point slow food. Donc le slow food, c'est... alors il faut savoir que le slow tourisme découle du slow food. Le slow food, c'était un concept qui a été développé en 1980, qui était justement tout ce que vous pouvez entendre actuellement, à savoir les circuits courts du producteur au consommateur. Et donc, en Inde, on a quand même cette chance d'avoir des marchés qui sont très, très variés, très colorés. Tous nos voyageurs apprécient énormément de pouvoir aller avec la personne avec la personne où elle séjourne, de pouvoir aller faire les achats, de pouvoir discuter, de pouvoir voir quels sont les différents poissons, d'apprendre quels sont les différents types de poissons, éventuellement, pourquoi pas, d'aller carrément avec les pêcheurs.
Donc, le slow food, prendre le temps d'apprendre la provenance de la préparation des mets proposés. Et puis, c'est aussi la façon dont on mange et qu'on partage plutôt que d'être assis dans un restaurant climatisé, c'est prendre le temps de manger sur le bord de route avec les locaux ou dans le désert, un petit peu à l'arrache parce que justement, c'est comme ça que ça se passe. Quand on est au sud de l'Inde, on mange sur une feuille de bananier avec des doigts, donc on apprend la présentation parce qu'il y a toute une logique sur comment se présentent les différents mets sur la feuille. La feuille a un certain sens. Enfin, on apprend tous les us et les coutumes. Ce qu'on appelle également, c'est goûter la street food. La street food, c'est ce qu'on peut trouver dans les rues. Alors, nous, on fait très, très attention parce qu'on sait qu'on peut avoir des désagréments au niveau intestinal, mais c'est aussi une rencontre, le fait de manger dans la rue. Quand vous êtes en présence de deux jeunes personnes, c'est sa maman et la petite fille, et que vous passez une demi-heure à la préparation de ces petits trucs qui sont à base de bananes, une fois que vous partez avec votre mets, ça a un autre goût et une autre saveur que de les avoir achetés à la sauvette dans un supermarché. Alors, manger de temps en temps un thalie avec des couleurs en argent, et puis ça fait partie aussi des plaisirs, hein. Il n'y a pas de souci, mais de toute façon, c'est aussi des expériences diverses et variées. Alors, le quatrième ou le cinquième point, je ne sais plus où on est, ce sont les hébergements éco-responsables. Donc, je vous ai pris un exemple. Notamment un exemple d'éco-resort, parce qu'il faut savoir que cet hébergement, on n'a que 4 chambres. Ce sont des cottages qui sont construits en bambou, en meude en panthère, ferro-ciment, en bois, qui font très attention à leur consommation. Ils font la ségrégation des déchets, ils font attention à respecter la règle des 3 R qui est Recycle, Reuse, Reduction. Ils font leur compost. Voilà, ça fait partie de toute une logique environnementale au niveau des hébergements. Et il se trouve qu'en Inde, on a la possibilité d'avoir des hébergements qui respectent et qui font attention à ces éléments. Donc voilà, je vous ai présenté Ouvravu Bamboo Grove parce que c'est un des établissements que j'utilise, 4 chambres. Donc le mot resort, on ne peut pas dire. Ici, ça va être Nilandri avec 9 chambres. Dans le Rajasthan, ça va être quelque chose de plus sobre, de plus simple, chambre d'hôte, 4 chambres. Ça peut être simplement le fait de poser sa tente. Dans l'Himalaya, où là, ça peut être pour une semaine, pour un peu plus longtemps, en tout cas dans le respect de l'environnement. Ça peut être des hébergements chambres d'hôtes dans le Spiti. Ça peut être des hébergements, petites cabanes très locales qui ont été développées dans le Rajasthan. Ça peut être des maisons en bambou dans l'Assam, dans les Seven Sisters du côté est. Ou ça peut être des maisons en bambou dans les îles Andaman. Ou encore des hébergements chambres d'hôtes dans le golfe de Mannar. Et on ne doit pas oublier ce que vous connaissez et ce dont vous avez entendu parler, qui sont les fameux châteaux, les fameux palais du Rajasthan, où même le palais du Rajasthan font des efforts pour être à ce niveau-là. Ensuite, le dernier point dans le slow tourisme, c'est quoi? C'est avoir une application humaine et charitable. Donc, voilà, c'est un exemple. J'avais un groupe en opération incentive. Donc, on peut faire du slow tourisme en opération incentive, il ne faut pas croire, où nous avons construit un village éphémère de 48 heures au cœur du Rajasthan, et nous avons rénové complètement une école. Et on a eu l'occasion d'avoir les journalistes locaux pour montrer comment le tourisme pouvait être responsable et durable, même en faisant venir une opération maïs sur le Rajasthan.
Les applications au niveau des écoles, c'est une activité peut-être toute simple, mais en tout cas, nos voyageurs le demandent. Ils apprécient énormément de pouvoir faire de la distribution de cahiers, de crayons et de pouvoir montrer aux petits écoliers indiens que c'est important d'aller à l'école. Donc, nous, le mot d'ordre, c'est vous n'achetez rien en France, vous venez avec le budget que vous souhaitez allouer à cet effort. Et on leur propose d'aller acheter leur fourniture eux-mêmes directement chez le papetier, chez ce qu'on appelle le stationery shop du village, où comme ça le petit commerçant du coin va pouvoir faire fonctionner son commerce et les écoliers vont pouvoir recevoir un cahier tout neuf, des crayons qui vont leur permettre de pouvoir finir l'année ou de prévoir l'année prochaine. Et puis, nous avons également des activités de rencontres avec des personnes en situation de handicap. Alors, on le fait souvent lorsqu'on reçoit nous-mêmes des personnes en situation de ce qu'on appelle un handicap, mais j'aime pas ce mot-là, donc je préfère parler de personnes handicapables. Et donc là, c'est juste un exemple. Il se trouve que l'année dernière, nous avons reçu Hugo lors d'une expédition dans l'Himalaya. Il y avait également 2 non-voyantes et Hugo en fauteuil. Et nous leur avons fait rencontrer les personnes d'une association qui s'appelle l'association Pagir dans le Ladakh. Mais l'activité de don peut être à tout moment. Il se trouve que ça peut être l'achat de chaussures pour une maison de vieilles personnes âgées au Spiti, en fonction de l'endroit où l'on est. Et donc, pour l'Inde, lorsqu'on pense slow tourisme, c'est surtout un voyage plutôt de 3 semaines sur une région en particulier et pas sur l'Inde en entier, et donc pas une semaine. En tout cas, c'est sûr que c'est le voyageur qui décide, mais c'est intéressant de savoir ce qui est possible de proposer. Par exemple, moi, pour vous donner un exemple, j'ai le Rajasthan en 21 jours. Et c'est juste un exemple parce que je pourrais faire le Rajasthan en 40 jours. Ça m'est déjà arrivé de le proposer pour des retraités qui voulaient prendre le temps. Si vous regardez, si vous voulez comparer ce que vous avez en brochure, le Rajasthan, vous allez le trouver en une semaine, en 10 jours, en 12 jours maximum, et vous avez l'impression d'avoir fait le tour du Rajasthan. Eh bien non, le Rajasthan en slow tourisme, ça peut se faire, et je peux vous dire que je le fais régulièrement et souvent pour des gens qui veulent vraiment prendre le temps. Et on peut leur proposer du train, de la voiture, ici un trek, ici rentrer. Et vous avez les grandes étapes indispensables et incontournables du Rajasthan et ensuite toutes les étapes un peu plus confidentielles où vous avez pu avoir quelques exemples dans ce que je viens de vous présenter. Maintenant, si le Rajasthan en 21 jours vous intéresse plus particulièrement, n'hésitez pas à me contacter, j'ai une présentation toute faite avec énormément de photos, avec la carte, jour par jour. Et généralement, les agences de voyage commencent par étudier ce programme et éventuellement à proposer ce programme au client qui veut au moins 15 jours, ce qui lui permet de se rendre compte des différentes possibilités qu'on lui propose. Et la difficulté, c'est de choisir les étapes tellement elles sont enrichissantes. Donc, je vais passer, parce que le temps nous est également compté. On est déjà à 33 minutes. Je vais passer sur le Bhoutan. Alors, le Bhoutan, c'est également une destination que l'on peut faire en slow tourisme. Le Bhoutan, c'est un pays qui se trouve ici, entre l'Inde, le Népal, le Tibet, coincé donc avec la Chine, ici. Généralement, dans les brochures, le programme, c'est Paro Thimphu Gante Punakha Paro. C'est ce petit triangle. Or, le Bhoutan en slow tourisme, ça peut vous donner 15 jours à 3 semaines où vous allez traverser tout le Bhoutan, c'est-à-dire que vous allez arriver en avion sur Paro, vous allez passer du temps
vous allez traverser le Bhoutan d'ouest en est et vous allez sortir par la frontière indienne pour aller rejoindre un aéroport ici, Guwahati. Et ce programme complet entre 15 et 3 semaines. Alors, pour vous donner, pour faire vite, hein, et puis vous donner envie de pouvoir découvrir le Bhoutan sous cette forme slow tourisme, il faut savoir que le Bhoutan, c'est le pays du bonheur national brut, que le Bhoutan, c'est le seul pays au monde avec une empreinte carbone négative. Et donc ça, c'est intéressant puisque actuellement, l'empreinte carbone est quand même un sujet dans nos activités de tourisme. Que la nature est totalement préservée puisque la constitution bhoutanaise exige que 60% de sa masse continentale soit maintenue et protégée en tant que forêt, actuellement 72%. Donc, le premier élément du slow tourisme, qui est le respect de la biodiversité, est complètement respecté lorsqu'on choisit de partir au Bhoutan. Donc, entre le fait que vous êtes un carbone négatif et que vous êtes dans une nature préservée, ça va interpeller le voyageur et ensuite, c'est très facile de pouvoir compléter les autres. Donc, je vous mets juste en gros voilà, un programme pour vous donner un ordre d'idée. Vous arrivez au Bhoutan. Ce jour-là, vous allez avoir la montée du Tiger Nest, c'est un trek, donc déjà on n'utilise pas la voiture, donc là on utilise ses pieds. On est dans du slow tourisme, on prend le temps. On prend le temps de, même si on utilise la voiture, on prend le temps de se poser, d'aller voir les choses, de découvrir. On a la possibilité également de vous proposer un hébergement dans un monastère, qui est quelque chose qui est très apprécié, où les gens donc, déjeunent avec des villageois. C'est une exclusivité qui nous est spécifique. C'est vraiment la partie immersion avec les locaux. Alors, c'est spartiate, c'est, comme le disent souvent les clients, bon, pour une nuit, ça va, Véronique, mais l'expérience, le lever à 4 heures du matin, pour être avec les moines au monastère, manger la même chose qu'avec eux, être dans cette ambiance, ils sont prêts à rire signe le lendemain. On continue. Là, je vous fais un petit peu rêver. Les festivals. Je vous parlais tout à l'heure des festivals. Les festivals, il y en a au Bhoutan, il y en a en Inde, il y en a au Népal. Donc, très important. Je vais faire la même chose sur le Népal. Voilà, le Népal, au-delà des treks. Alors, c'est vrai que le Népal, c'est une destination que vous avez entendu. Voilà, le Népal, c'est le trek. Eh bien non. Je peux vous dire que le Népal, vous pouvez le faire sans même faire un trek. Si le trek, c'est vraiment la formule slow tourisme, on peut faire bien d'autres choses au Népal que de faire des treks. Et donc, un 16 jours au Népal sans faire de trek. Voilà, le Népal, à peu près la carte. Je vous amène, hop, ici, à Bardia. Et sur la partie qui est plus connue, Katmandou, Pokhara. Et 15 jours, c'est le minimum. Hein. Le Népal, c'est un pays à lui-même. Donc, quand on me demande, par exemple, de combiner l'Inde et le Népal, c'est un peu... Chaque pays a une telle richesse qu'il ne faut pas hésiter à dire aux clients, mais est-ce que c'est raisonnable de vouloir passer une semaine en Inde et une semaine au Népal, ou même on a des itinéraires qui sont une semaine en Inde du Nord, qui vont être Delhi, Agra, Jaipur, Varanasi, et 3 jours à Katmandou, alors que le Népal a une telle richesse que vous pouvez y passer facilement 3 semaines. Donc voilà, je vous donne un petit ordre d'aperçu, juste pour vous montrer, voilà, passer une journée à Katmandou, il y a de quoi faire. Ensuite, on prend l'avion, mais on peut également y aller en voiture jusqu'à Bardia. Donc, l'itinéraire fait 16 jours avec de l'avion, en tout cas sur un sens. Et donc, si on prend la route, on va mettre un petit peu plus avec des étapes intermédiaires. Quand on est à Bardia, là, on est en total slow tourisme, puisqu'on fait des treks à pied dans la nature. Alors, bon, je ne dis pas, il y a des gens que ça ne va pas du tout convenir, il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer, qui vont pas, c'est pas leur truc. Mais on peut proposer pour ceux qui ont envie. Il y a du safari flottant pour ceux qui n'ont pas envie de marcher, ou des safaris en jeep.
En tout cas, voilà, les activités, si on a envie d'être dans la biodiversité et le respect, c'est possible. Et en totale osmose, c'est possible. Pour le rhino, là, c'est le tigre. Et ensuite, on revient sur Katmandou et on va sur des villages qui sont très typiques. Là, donc, c'est le village de Bandipur. Je vous donne un petit peu un ordre d'idée. Voilà, des petits villages tout mignons, totalement restaurés. Et ensuite, on prend la route et on va aller dans des endroits très méconnus. Ici, je vous propose Gashok et ça s'appelle Annapurnam village. Voilà, ça c'est l'hébergement. Ce sont des chambres d'hôtes qui ont été développées dans une ancienne école. Et là, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Vous allez rencontrer la vie locale, les gens locaux. Pendant, si vous décidez d'y passer 48 heures, 72 heures, vous n'allez pas rencontrer un touriste. Si vous décidez de partir sur un trek, c'est possible. Là, ça s'appelle l'Australian Camp. Et pour finir, au Népal, vous pouvez également séjourner dans un monastère pendant 2 ou 3 nuits pour pouvoir suivre les enseignements ou simplement juste participer. Et là, vous avez fait déjà un beau programme en 15 jours sur le Népal. Et je ne vous ai pas amené à Lumbini, je ne vous ai pas amené à beaucoup d'autres endroits. Donc, on peut faire du slow tourisme en Inde, au Népal et au Bhoutan. Voilà, nous sommes à 41 minutes. Je pense que je vous ai présenté toutes les possibilités, enfin pas toutes, parce qu'elles sont énormes et diverses et variées. Donc, nous, BP Voyage, voilà, nous faisons partie de la Indian Association des Tour Operators. Nous sommes également Adventure Tour Operator Association of India et, comme je vous l'ai dit dans la présentation, Responsible Tourism Society of India. Donc, maintenant, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat et puis je vous répondrai en direct. Alors, Véronique, excuse-moi, je me permets de prendre la parole une petite seconde. En fait, il semble que pour certains participants, il y a eu un souci technique au niveau de l'horaire. Donc, certains auraient reçu une invitation à 11h20. Donc, ils ont un petit peu loupé la partie sur l'Inde. Est-ce que quelques minutes, si ça vous va, si ça va à tout le monde, tu pourrais peut-être revenir sur les principaux points pour toi du slow tourisme, notamment sur la partie 1. Ou sinon, de toute façon, c'est enregistré. Hein. Oui, c'est enregistré, mais voilà, si tu veux revenir peut-être juste 5 minutes pour expliquer les principaux points, si ça voilà, je disais donc en préambule que je faisais toujours la différence entre un touriste et un voyageur et que j'avais trouvé cette image qui était très significative, à savoir ne soyez pas un touriste, mais soyez un voyageur, puisque je préfère, moi, travailler avec des voyageurs qu'avec des touristes, puisque cette belle phrase, qu'est-ce qu'en général un voyageur? C'est un homme qui s'en va chercher au bout du monde, un bout de conversation au bout du monde, contrairement à un touriste qui va plutôt être à la recherche de sa bucket list. Donc, je vous ai passé ensuite pourquoi le tourisme de masse est le slow tourisme et que le slow tourisme va être une solution. Je pense que vous connaissez tous les exemples de Venise, de Barcelone, du tourisme qui est terroriste, et qu'en Inde, nous ne sommes pas épargnés. Nous avons également nos endroits qui sont problématiques. Et donc, j'ai eu l'occasion de la préparation de cette présentation de trouver différents endroits, Shimla. Alors, ce sont des endroits que vous n'allez pas forcément connaître, puisque au niveau Inde, on a un tourisme domestique qui est important et que ce ne sont pas forcément les étrangers qui posent problème au niveau de la pollution. Donc, il y avait une classification en Inde, Shimla, Varanasi, Mussoorie, Nainital, comme étant des endroits assez affectés par le tourisme. Les plages de Goa, qui ont été décrétées comme étant les plus catastrophiques au monde par National Geographic il y a quelques années. Agra, de 40 000 véhicules en 85, on est passé à 1 million, donc la qualité de l'air prend un coup. Des endroits pour
faire du camping, où la gestion des déchets est absolument catastrophique. Des films de Bollywood qui détruisent complètement des endroits comme le Ladakh qui est très connu pour sa partie trek. Et donc, je présentais le slow tourisme et les différents contextes. Et pour présenter et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai présenté les différents éléments avec des exemples très précis de ce que l'on peut trouver et de ce qu'on peut trouver en Inde. Donc, par exemple, dans les backwaters du Kerala, voilà le rêve du voyageur. Et en fait, la réalité du terrain, ce sont les houseboats qui sont hyper polluants, qui sont tous climatisés, avec une gestion des déchets qui est plus ou moins aléatoire. Donc, le respect des écosystèmes et de la biodiversité en Inde peut se faire. Il suffit de traverser la lagune avec des bateaux, de traverser les plantations à pied. On peut le faire dans les montagnes, puisqu'on a un environnement. Il faut savoir que l'Inde, c'est la cinquième destination en grandeur du patrimoine naturel. On a l'Himalaya, on a les montagnes avec notamment le Spiti, on a des possibilités de trek. Donc, comme je vous le disais, on fait partie de la société, de la responsabilité, de la Responsible Tourism Society of India, et que pour les immersions locales, du fait des festivals, je donnais un certain nombre d'exemples qui sont possibles. Ça, c'est au bout de temps. Quand on est en Inde, partager un chai avec son guide dans le désert, partager une cigarette avec des tribus Reika, participer à un match de cricket avec les enfants, prendre du temps avec les éleveurs de chèvres, madame qui s'essaye avec les femmes du village au filet, partager du temps dans les champs, partager du temps aux activités quotidiennes de la maison, à savoir la bouse de vache que l'on utilise dans les devants de maison, avec toutes les propriétés qu'on peut connaître, s'essayer au rangoli, passer du temps dans les écoles, apprendre à tirer le lait de la chèvre avant de pouvoir avoir son chai. De nouveau, la fameuse activité bouse de vache dans la réfection des maisons après la mousson. En Inde du Sud, passer du temps avec des tribus, apprendre à manier l'arc et les flèches de la façon dont ils le font. Voilà un certain nombre d'exemples de slow tourisme, passer du temps de méditation dans un monastère. Après les transports, le vélo, le trek, les promenades en dromadaire, faire un break lorsqu'on est en circuit en voiture, tous les 2 jours, faire un stop et utiliser une alternative vélo, la marche à pied. Le vélo, quand on est sur des petites villes comme Cochin, ça peut être très agréable parce qu'on est en plus avec les locaux dans les mêmes conditions qu'eux, à partager avec eux. Les rencontres tribales se font beaucoup plus naturellement que dans le fait d'être dans une voiture. Au niveau de ce qu'on appelle la slow food, qui est à l'origine du concept du slow tourisme, découvrir les marchés, découvrir les repas slow. Ici, c'est dans le désert, il n'y a pas besoin d'être systématiquement sur une table. On mange comme eux, avec exactement la même chose qu'eux. On apprend à manger sur les feuilles de banane avec les doigts, avec tous les rituels que ça représente. On apprend à manger dans la rue, on apprend à converser et à partager des moments. Quand on partage ce genre de photos avec les personnes locales, ce que l'on a dégusté a totalement un autre goût et un autre souvenir. Et puis ensuite, je suis passée sur les hébergements, où les hébergements se doivent d'être éco-responsables. Donc, des petits resorts, des chambres d'hôtes, toujours avec, on fait très attention au recycle, reuse, reduction. Petite structure, le plus local possible, de façon à ce que ça aille aux locaux. Éventuellement, on pitch sa tente parce qu'il n'y a pas d'hébergement. Lorsqu'on peut trouver des hébergements comme ici en chambre d'hôte dans le Spiti, on a des belles adresses, ou alors des choses très simples pour vivre au plus proche d'eux.
des maisons en bambou dans l'Assam, des maisons en bambou dans les îles Andaman, des chambres d'hôtes sur le golfe d'Amar, les palais, bien sûr, les palais du Rajasthan que vous connaissez, et ensuite l'implication humaine et charitable dans les rénovations d'écoles, dans le fait d'aller voir les enfants à l'école, de leur faire don de cahiers, de crayons. Et donc, je disais qu'un voyage, c'est un minimum de 3 semaines et pas une semaine, et que notamment le Rajasthan peut se faire en 21 jours. Donc voilà, et après, j'ai enchaîné sur le Bhoutan, et là, je pense que tout le monde devait pouvoir peut-être là. Voilà. Super. Bah, merci pour ces précisions, Véronique. Et encore une fois, désolée pour ceux qui ont reçu une mauvaise information. Il semble y avoir eu un problème technique. Je vais regarder précisément de quoi il s'agissait. On va pouvoir passer du coup aux questions-réponses. Donc, c'est parti. Alors, je crois qu'il s'agissait, Véronique, de la slide 26. Je l'avais noté tout à l'heure. Alors, attends, est-ce que tu peux me redonner la présentation? Oui. Alors, la slide 26. Celle-là. Ah, c'est dans le Spiti. C'est dans le Spiti. On est dans une région himalayenne. Ce n'est pas le Ladakh. On est dans le Spiti. Et on a des gorges encaissées comme ça, absolument magnifiques. C'est une région qui est plutôt bouddhiste. Et on rentre par un bout et on ressort par l'autre bout. Ou si on arrive à la fin de la vallée, il faut qu'on refasse le chemin inverse. Il n'y a pas d'aéroport pour y arriver. C'est un minimum de 3 semaines et nous sommes dans le Spiti. Alors, le Spiti, c'est dans l'Himachal Pradesh. On est entre les deux, entre le Ladakh et l'Himachal. Parfait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser à Véronique, c'est le moment. On va vous laisser quelques secondes et si vous n'avez pas de questions, bah écoutez, de toute façon, pour ceux qui ont loupé le début de la formation, on va vous l'envoyer en replay. Ah, je vois que quelqu'un écrit. Oui. Je vais vous laisser quelques minutes si vous avez des questions. N'hésitez pas. Alors, est-il possible de nous envoyer un ou deux programmes, exemples de slow touring que vous proposez? Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez, Sarah a mis mon email, mon adresse email. Donc, vous récupérez l'adresse email et puis vous me le dites après. En fonction de ce que fait votre agence et de ce que propose, je les adapte et je les développe pour vous de façon à ce que vous ayez votre propre identité agence dans les programmes, plutôt que d'avoir j'ai des exemples, mais je peux vous les personnaliser en fonction de ce que vous, au niveau de votre agence, vous souhaitez transmettre. Alors, y a-t-il d'autres questions? Tout était clair. Bon, de toute façon, si vous avez quoi que ce soit, vous avez mon adresse, n'hésitez pas. Sinon, vous allez me trouver sur la plateforme. Alors, il y a Sabrina qui tape. Eh bien, je vous remercie. Pas de questions? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à contacter Véronique directement. On a été ravis d'être avec vous pour ces quelques minutes pour parler du slow tourisme en Inde, au Bhoutan et au Népal. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci Véronique, merci à toi. Merci Sarah, merci à tous. On me demande quelle est la situation sanitaire actuelle, la même que vous. Je ne peux pas vous répondre techniquement, statistiquement.
on est mieux que vous sur le taux de mortalité, sur le nombre de morts par million. Si vous regardez au niveau intrinsèque sur le nombre de personnes contaminées en Inde, ça continue à grimper. Mais l'Inde, c'est 1,3 milliard de personnes. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin dans les chiffres. Malheureusement, c'est dommage que l'on se contente de lire des chiffres parce qu'un mort est un mort et qu'un mort français ou un mort indien, ça reste un mort. Ça veut dire que ce sont des familles, ça veut dire qu'il y a des situations compliquées, ça veut dire qu'il y a des deuils, ça veut dire qu'il y a des peines. Donc, c'est compliqué. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la situation sanitaire en Inde, c'est pas ce qui va être le plus préoccupant parce que vous, en France, vous avez des aides, vous avez un gouvernement qui est là, qui est à vos côtés, qui vous assure le chômage partiel, qui vous assure à coût de millions de façon à tenir. Dans un proche futur, il faudra penser à des destinations comme les nôtres où nous n'avons rien. Nous n'avons aucune aide. Rien. Le gouvernement nous a vraiment laissé pour compte. Et donc, toute la profession fait preuve de résilience. On ne peut même pas compter actuellement sur un tourisme domestique puisque nous sommes toujours confinés. Même si on nous a déclaré étant unlockés depuis le 1er juin, c'est pas si simple que ça puisque il y a des États où on ne peut pas aller, où on est susceptible parce qu'on vient de Delhi d'être mis en quarantaine en arrivant dans le Kerala, par exemple. Donc, à l'intérieur du pays, c'est assez compliqué. Donc, on est comme vous, on attend, voilà, on attend. Et quant à la situation sanitaire, voilà, elle n'est pas pire qu'ailleurs. Elle suit son cours et les professionnels du tourisme ne peuvent pas faire grand-chose là-dessus. Après, n'hésitez pas, hein, si vous avez dans 1 mois ou 2 mois et que vous voulez savoir, je pourrais vous donner tous les éléments au fur et à mesure. Je me tiens au courant de la situation. D'autant plus parce que je suis, et par ailleurs, je suis chef d'îlot pour l'ambassade de France. Donc, je suis en charge actuellement de 300 familles françaises qui n'ont pas été rapatriées puisque ce sont des résidents. Et donc, nous sommes tous particulièrement en contact avec l'ambassade tous les jours, ou tous les 2 ou 3 jours. L'ambassadeur et le consul tiennent à savoir exactement si tout le monde va bien, si tout le monde n'a pas de soucis, ceux qui doivent rentrer en France parce que leurs contrats ont fini sont rapatriés, puisque il y a encore des touristes coincés, mais à ce moment-là, c'est plus pour des situations volontaires. Mais voilà, actuellement, on s'occupe des résidents français en Inde. Et donc, ne serait-ce que d'être au contact avec les autorités françaises en Inde, du fait de mon statut de chef du lot, me permet d'être au courant particulièrement de ce qu'il faut faire et des décisions à prendre, notamment sur oui ou non, quand est-ce que nous pourrons recevoir et dans quelles conditions nous pourrons recevoir les touristes quand ils seront, et les voyageurs quand ils seront prêts à revenir. Merci, Merci à tous. Merci bonne fin de journée. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.